Bonjour à tous et bienvenue au Café Book Differ, le podcast. Nous sommes heureuses de vous retrouver après 2 mois d'absence pour l'ouverture de notre boutique. Nous revenons avec une autrice. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Lisa Solane, qui est une autrice engagée qui aborde avec sensibilité un sujet qui concerne toutes les familles, notamment la place des écrans dans nos quotidiens avec les enfants. Donc l'importance de préserver leur imagination grâce aux livres. Bienvenue au Café Book Differ, Le podcast où les livres se dégustent autant qu'ils se racontent. entre confidences d'auteurs, regards d'éditeurs, rencontres inspirantes et les coulisses du monde littéraire. Ouvrez une parenthèse douce, chaleureuse et profondément humaine. Bonjour Lisa et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de votre accueil. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Donc, je m'appelle Lisa Solane, plus exactement, c'est un pseudonyme que j'ai choisi pour faire paraître mes livres. Je suis professeure par ailleurs et j'écris depuis déjà pas mal de temps. Voilà. D'accord. D'où t'est venue l'envie d'écrire ? Alors, l'envie d'écrire, elle date vraiment depuis que je suis petite, mais pour ces romans-là, l'envie d'écrire est venue avec les difficultés que je rencontrais avec mes enfants, qui ont un âge où la question des écrans se pose. Et en fait, comme je n'arrivais pas du tout à leur faire comprendre que c'était important de faire autre chose, de mettre des limites, eh bien, ça m'angoissait énormément. J'étais dans beaucoup de colère et donc j'ai eu envie d'écrire pour, d'une part, moi, poser les choses et puis d'autre part, leur permettre par la suite de lire ça et d'entendre un peu les choses d'une autre manière, de façon moins frontale. Oui. Et donc du coup, tu as écrit 2 livres. Oui. Un qui est sur, la vision de l'enfant et un qui est la vision du parent. Est-ce que comment tu as réussi à avoir la vision de l'enfant ? Est-ce que c'est tes enfants qui t'ont dit comment eux voyaient les choses ou est-ce que c'est plutôt en fonction de ce que tu remarquais toi ? Oui, c'est plus en fonction de ce que je remarquais moi. Mais en fait, la vision de l'enfant au départ, elle n'était pas forcément première. J'ai sans doute d'abord écrit à partir de mon point de vue de mère et des questions que je me posais. Et puis, quand j'ai eu écrit l'intégralité du roman, il y avait donc des passages qui parlaient de la manière dont l'enfant voyait les choses, mais le point de vue était un peu dilué, ça changeait de la mère à l'enfant. Et du coup, je me suis dit que ça avait quelque chose de pas très très cohérent et pas très clair pour les lecteurs et qu'il valait mieux probablement séparer ces 2 points de vue. Donc c'est comme ça que j'ai construit ces 2 romans, c'est-à-dire que j'ai réécrit celui du point de vue de Noé, donc du point de vue de l'enfant, en adoptant vraiment son point de vue à partir plus de ce que je ressentais de ma perception de mère. Je ne leur ai pas spécialement posé des questions, mais dans ce que j'expérimentais au quotidien. Donc j'ai vraiment adopté ce point de vue. Donc on est à la première personne, on est dans un langage très, très simple et très proche d'un enfant de 11 ans par exemple. D'accord, très bien. Et oui, quand tu as écrit ces livres-là, du coup tes enfants ont pu les lire ? Alors, ils n'ont pas lu la version complètement finale, mais ils ont lu un manuscrit déjà pas mal achevé. Mais c'est vrai que, par exemple, il y avait un passage qui était un petit peu complexe avec des évocations des stratégies utilisées par les plateformes pour rendre les enfants dépendants. Du coup, ce chapitre-là, qui était un petit peu trop complexe, ils ont eu du mal à le lire, donc je l'ai retravaillé. Et donc, en fait, leur retour a été très important pour moi, en fait, puisqu'ils m'ont fait aussi des petites remarques de détails sur des choses qui n'étaient pas forcément cohérentes par rapport à ce qui se passe dans les jeux. Et puis, ça m'a permis d'adapter pour avoir quelque chose de vraiment fluide. Mais ils ont été très intéressés, parce que c'est une aventure, il y a une dimension fantastique, donc ils ont vraiment accroché. Et ils ont vraiment dit que ça les faisait réfléchir. Voilà, et j'ai d'autres retours d'autres enfants qui avaient aussi cette idée cette impression que quand même ça amène à se poser des questions. Oui. Donc c'est vrai que tu n'as pas que les parents qui sont intéressés par ton livre, mais tu as aussi des enfants qui aiment du coup l'histoire de Noé que tu racontes dans l'histoire. Oui. D'accord. Oui. Mais ça leur permet aussi d'avoir une autre dimension, de voir les choses différemment en fait, et vraiment de prendre du recul sur ce qu'on vit en fait actuellement. Alors, je suis pas maman, mais je vois autour, c'est vrai que tous les enfants deviennent très dépendants des écrans, des réseaux. Donc c'est vrai que oui, c'est bien que l'enfant puisse avoir cette impression de je prends du recul et je me dis peut-être que c'est tout à fait l'objectif en fait. Parce qu'en fait c'est vrai que
eux, ils voient le plaisir immédiat qu'ils y trouvent, mais ils voient pas toutes les stratégies qu'il y a derrière, ou s'ils les voient, ils n'ont pas envie finalement d'y faire attention. Et oui, je pense vraiment qu'en lisant ça, ils prennent un petit peu quand même la mesure de la manière dont les choses se jouent. Et quelque chose aussi qui est difficile en tant que parent, je trouve, c'est que quand on met des limites, les enfants ont l'impression qu'on est méchant avec eux, voilà, qu'on les brime. Et en fait, il y a presque cette impression que ce qui est bien, ce qui est juste, c'est de pouvoir en faire le maximum. Et en fait, il y a une scène dans ce roman où effectivement je montre l'envers du décor et où l'enfant comprend qu'en fait, lui faire le cadeau, entre guillemets, de le laisser jouer de façon illimitée, ça n'est précisément pas un cadeau, c'est quelque chose qui le met en danger. Et il comprend, il réinterprète un peu les choses. D'accord. La petite question, enfin, moi en tant que, ayant été une enfant de la génération où les écrans ont commencé, donc j'avais la Wii, tout ça, donc j'étais quand même déjà bien sur les écrans étant jeune. Au vu de, là j'ai que 24 ans, donc forcément ça aide. Je sais que j'ai eu un âge où j'ai eu mon téléphone, mais mes parents n'ont pas mis vraiment de restrictions. C'est-à-dire qu'on avait des moments où on devait poser nos téléphones, par exemple, à table pour avoir le côté humain. Oui. Est-ce que le fait de les restreindre, ça ne amplifie pas leur envie d'être dessus ? C'est une vision qui est peut-être pas évidente à... c'est une vision, je pense, beaucoup peut-être de votre génération. Je sais que j'ai des personnes dans vos âges autour de moi qui effectivement utilisent cet argument en disant mais plus on nous restreint en fait et plus après on sera incapable de se gérer. Et moi j'ai l'impression que c'est une façon un peu biaisée de prendre les choses et que on peut pas laisser des enfants à une dizaine d'années se gérer tout seul. Et on peut essayer, mais on voit bien que ça ne marche pas parce que c'est tellement plus fort qu'eux. Et puis ça n'est pas peut-être ces propositions d'il y a quelques années où peut-être on peut être sur les écrans, mais on fait d'autres choses à côté. Là, le problème, c'est que c'est tellement fort la pression qui est mise pour qu'ils y retournent avec tous ces rendez-vous qui sont donnés. Donc en fait, même nous, finalement, on a du mal à résister en tant qu'adultes à toutes les sollicitations qui nous sont faites par ces plateformes que on ne peut pas attendre d'un enfant d'une dizaine d'années qu'il se gère, qu'il en fasse 2 heures et puis qu'il s'arrête après. Non, c'est pas vrai. Alors s'il y a des enfants qui fonctionnent comme ça, super. Moi, je sais que quand ils étaient finalement libres de n'en faire qu'un petit peu, ils faisaient tout le temps possible, en fait. Et encore une fois, je trouve qu'on peut pas attendre ça d'eux. C'est vraiment beaucoup trop difficile. Après, je sais que c'est la génération de maintenant est encore différente de la génération de notre génération. Parce que nous, on n'avait pas de téléphone. À 10 ans, j'avais pas de téléphone. Ce que j'avais, c'était une DS ou alors on avait la Wii. Et c'est vrai que du coup, c'était quand même des temps limités parce que c'était quand on avait terminé nos devoirs. On avait des choses. Il n'y avait pas d'obligation à y aller finalement. Tandis que là, s'ils n'y vont pas, ils vont manquer la nouvelle map, ils vont manquer les nouveaux cadeaux. On va donc dire il y a vraiment toutes ces stratégies qui font que ils sont pas libres. Voilà, ils sont pas libres d'y aller ou pas. C'est vrai que la Wii ou même la DS, c'était vraiment juste un plaisir de jouer. C'est ça. Voilà. Mais moi, je suis pas contre les écrans. Effectivement, ça peut être agréable dans des proportions limitées et dans quelque chose qui laisse de la place à tellement d'autres aspects de la vie. Oui. Le problème des écrans aujourd'hui, c'est que justement, ça engloutit toute l'énergie des enfants, toute leur créativité et même l'idée de qu'est-ce que je peux faire. Je pense que voilà, on est beaucoup de parents à se rendre compte de ça, que puisqu'il y a la possibilité de faire des écrans, c'est comme s'ils avaient envie de rien d'autre et que voilà, c'est ça. La tablette. Voilà. Dès le matin, au réveil. Voilà. Et ça vient, je trouve, toucher quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie de vie, vraiment de nos enfants. Donc voilà, c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur. Non, en vrai, oui, c'est vrai que maintenant, c'est... Parce que même Instagram, tout ça, nous, on n'a pas connu... c'était quelque chose qui est arrivé après. Oui. Et donc, c'est vrai que... moi, alors aujourd'hui, je peux le dire, je suis accro aux écrans. Je ne peux pas m'en passer. D'accord. Dans le sens où je ne peux pas m'en passer, c'est mon métier. Oui, mais bien sûr, ça fait partie du métier. Et on se rend compte que même nous, en tant qu'adultes, si on n'y est pas, là, le fait d'être auto-entrepreneuse, bien sûr, je pense qu'en fait, on se rend compte que sans ça, alors aujourd'hui, on ne vit plus. On n'a pas la même...
il n'y a plus le même impact, par exemple, sur les journaux ou quoi que ce soit. Ça n'a plus le même impact que Bien les sûr. réseaux sociaux. Oui. Et ça nous rend accros malgré nous, finalement. C'est vrai que nous, on a les livres à côté. On a la chance de pouvoir Oui, lire. vous êtes Voilà. accro aux livres On aussi. est accro aux livres. Mais ce qui permet de faire une pause sur des choses qui... Oui. Enfin, déjà, nous, on a mal à la tête. Alors, je me dis un enfant de 10 ans... Bien sûr, bien sûr. donc c'est vrai que Et puis c'est pas nous, évident. on a fait d'une certaine manière notre vie, on a construit notre manière de réfléchir, de penser. Donc finalement, on est plus en mesure de faire la part des choses. Eux, ils sont en train de se construire, de construire leur capacité de réflexion, de concentration, de rédaction. Et tout ça, c'est complètement parasité par ce règne du plaisir immédiat et de voilà. Et donc oui, ils sont en pleine construction. Donc c'est vraiment important de garder un petit peu de la place pour tout ça et de ne pas laisser toute cette énergie s'engloutir et s'envahir là-dedans. Ouais, et on peut dire... Et quelles seront quelle aide tu as mis dans ton livre ou les conseils que tu peux donner, même si je pense que voilà, c'est pas toujours évident parce que quand on écrit un livre, c'est notre ressenti, mais ça veut pas dire qu'on a trouvé les clés à la fin de tout. Alors oui, alors les clés, elles sont plus dans la version donc pour les adultes, puisque donc voilà, ici on est dans un roman fantastique où il y a des aventures, on rentre dans le jeu et puis on découvre les coulisses. Et dans la version adulte, donc c'est le point de vue de la mère qui du coup va se mettre en chemin et puis qui va justement à partir de cette colère initiale essayer de trouver des solutions, et notamment en se rapprochant d'autres parents et en discutant avec eux, ben voilà comment vous faites, etc., etc. Donc il y a plusieurs chapitres qui évoquent des pistes qui permettent effectivement de laisser un petit peu les écrans à leur place. Alors j'ai pas de remède miracle, j'aimerais bien vous dire lisez, faites lire à vos enfants et tout sera résolu. Non, ça n'est pas le cas non plus chez moi, bien entendu, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire, et parfois je trouve que cette question elle est tellement angoissante qu'on peut avoir tendance à dire c'est plus fort que moi, je lâche tout. Et c'est vrai qu'en tant que parent, peut-être que notre rôle, c'est justement de ne pas tout lâcher. On ne va pas tout résoudre, mais on peut mettre un certain nombre de limites. Alors, évidemment, avec un contrôle parental, par exemple, même si c'est tout à fait faillible, les enfants savent bien, effectivement, aller dans les failles ou trouver les mots de passe, etc. Mais enfin, voilà, pour moi, déjà, ce contrôle parental, c'est non négociable. À discuter aussi éventuellement avec l'enfant sur le temps qu'on lui laisse, mais en tout cas pas sans limite. Il y a des petites règles aussi qui sont assez connues, c'est la règle des 4 pas. Voilà, pas d'écran le matin avant d'aller à l'école par exemple, parce qu'effectivement ça sollicite le cerveau et après l'enfant a du mal à se concentrer. Pas d'écran dans la chambre, voilà, donc s'il y a des portables, eh bien ils restent en dehors. On achète un réveil si ils nous disent oui j'en ai besoin pour me réveiller, non. Même si l'écran même si le téléphone est éteint dans la chambre, en fait il y a des études qui montrent que la qualité du sommeil de l'enfant n'est pas la même. Donc voilà, pas d'écran non plus au moment des repas, parce que ce sont des moments de convivialité et que c'est important, adultes comme enfants, qu'on puisse préserver aussi ces moments-là. Les qui sont importants. Voilà. Et puis il y a des possibilités aussi peut-être de planifier des moments vraiment sans écran. Ça peut être des vacances sans écran. Voilà, on est au début du mois de juillet là. Il y a, si on part en vacances avec ses enfants, il y a peut-être possibilité de se dire, voilà, soit sur une journée, soit sur plusieurs jours, où on fait l'effort de vivre autre chose. Et puis comme il y a plein d'expériences à faire en vacances, c'est un bon moment pour découvrir ce que ça fait, parce que je vois ça avec mes enfants quand je fais ça. En fait, ils sont très surpris eux-mêmes de la différence que ça fait une journée sans écran. Parce que du coup, voilà, ils sont plus curieux, plus ouverts. Ils sont pas focalisés par la perspective de faire des écrans maintenant, plus tard. Voilà, ça prend énormément de place dans leur cerveau finalement à partir du moment où ça existe. Si c'est pas une option, il y a tout d'un coup tout le monde réel qui s'ouvre. Voilà, on va à la piscine, on va courir, on fait tout un tas de choses. Donc voilà, ça peut se planifier ces moments-là. On peut aussi, par exemple, au moment des fêtes de famille, discuter avec peut-être les parents de la cousine ou pour se mettre un petit peu d'accord sur est-ce que c'est possible, par exemple, de ne pas avoir d'écran, parce que c'est vrai que
Il y a toujours aussi un effet d'entraînement. Si, par exemple, tel camarade ou tel cousin-cousine a son portable et que soit on ne peut pas, tout le monde va se mettre sur le portable. Donc, on peut proposer des moments un peu préservés, en fait. Oui, qui sont très importants. C'est vrai que les moments de famille, on évite d'avoir le téléphone. Et puis même, c'est vrai que on se rend compte que dans une famille, l'écran n'est pas pareil dans chaque famille. Il y en a qui vont... Enfin, moi, je le vois, j'ai des cousins qui n'ont pas beaucoup d'écran, j'ai des cousins qui ont beaucoup d'écran. Oui, et c'est vrai que du coup, quand ils se retrouvent et qu'il y en a un qui dit « Ah, moi, j'ai tout ça d'écran ou pas », ça joue. Et donc, il y a cette frustration de dire pourquoi lui, il a le droit et pas moi. Et c'est vrai que c'est pas évident en tant qu'enfant de comprendre pourquoi lui, il a le droit et pas moi. Voilà, donc si on en discute un petit peu en amont avec les parents, on peut se mettre un peu d'accord pour que justement il n'y ait pas de sentiment d'injustice et que la priorité soit donnée là encore à des jeux, des activités, des échanges. Oui, c'est pas évident. Et donc du coup, c'est vrai qu'avec tes enfants, tu as pu avoir cette discussion. Oui. Qui t'a permis de peut-être ils ont pu voir aussi ton ressenti et... Oui. Et c'est vrai que c'est l'intérêt. Donc il y a vraiment les deux versions, mais la version adulte peut aussi se lire par des jeunes enfants parce que c'est un langage qui reste très accessible, des chapitres courts et donc j'ai plusieurs expériences. Alors mes enfants mon aîné a commencé à lire celui-ci et en fait ça l'a touché un petit peu de trop près parce que la dimension quand même d'identification a trop joué, donc lui n'a pas préféré le lire et je n'insiste pas et je comprends tout à fait bien sur la partie ressenti de la mère, mais donc il y a d'autres enfants, notamment un petit camarade de 6e là qui l'a lu et en fait ça les intéresse beaucoup de comprendre aussi ce que le parent ressent et pourquoi il met en place un certain nombre de limites. Donc ça, peut-être que il y a quelque chose qui constitue un petit peu un travail d'apprentissage de l'empathie, c'est-à-dire que quand ils sont dans leur désir, je veux faire des écrans et ils sont dans leur point de vue à eux, et se mettre à la place du parent et se rendre compte qu'en fait il n'est pas méchant mais juste il est inquiet et il aime son enfant, c'est important pour eux aussi. D'accord, oui. Et est-ce qu'il y aura d'autres livres qui vont arriver après celui-là? Alors, pour l'instant, je consacre beaucoup d'énergie à le faire connaître, donc j'ai pas la disponibilité de m'y remettre. Mais effectivement, alors il y a un projet qui est dans un tiroir que j'avais commencé l'été dernier. Je vais probablement réouvrir cet été, voir un petit peu ce qu'il en reste, parce que c'est intéressant quand on a écrit de laisser passer du temps et puis de voir après comment on se situe par rapport à ça. Donc c'est un roman plus psychologique qui n'a rien à voir avec les écrans. Voilà, un professeur des écoles avec une petite fille. Voilà, donc je vais voir ce qu'il en reste de celui-ci. Mais si éventuellement Les Mondes Irrésistibles, ces 2 tomes-là que j'ai déjà écrits, prennent et que je sens que ça correspond à un besoin et que ça rencontre son public, j'aurais dans l'idée de faire un 3e tome qui serait avec un personnage féminin qui s'appellerait Emma. Je ne sais pas exactement pourquoi j'ai choisi ce prénom-là, mais ça a beaucoup de sens pour moi, pour aborder la question des réseaux sociaux, qui n'est pas traitée dans cette version-là. Parce que c'est vrai que je me situe plus dans ce roman vraiment un petit peu dans une optique de prévention, c'est-à-dire vraiment le premier portable au moment de l'entrée en 6e. Ça s'adresse pas forcément à des élèves de lycée qui sont déjà complètement pris par les multiples formes d'écran, voilà. Mais donc j'aborde pas vraiment. Il en est un tout petit peu question dans le tome Constance des réseaux sociaux, mais c'est pas mon angle prioritaire. Donc c'est vrai que c'est évidemment un gros problème, les réseaux sociaux, peut-être encore plus que les jeux en ligne, même si les jeux en ligne c'est peut-être plus pour les garçons et semble-t-il les filles sont plus absorbées par les réseaux sociaux. Mais voilà, donc ça pourrait être une manière pour moi de développer cette autre porte d'entrée, l'addiction aux écrans, mais plus sous le biais des réseaux sociaux. Voilà. Oui, ça peut être très intéressant.
le moment déclencheur, on va dire, l'élément déclencheur pour te dire je me lance, ça y est, j'ai envie qu'on m'entende, j'ai envie de... Est-ce que c'est... Parce que des fois on écrit pour soi, Oui. et on préfère que ça reste pour soi. Oui. Et des fois on arrive à se dire d'accord, je m'en sens capable et j'ai envie de partager aux autres. Quel a été l'élément déclencheur Alors, l'élément déclencheur de l'écriture, c'est pas un jour ou un déclic particulier. C'est, comme je disais, quelque chose qui est là depuis mon enfance, depuis le CE1, peut-être CP, CE1, voilà, des petits poèmes et tout ça. Et puis, ça a été en sommeil pendant tout un moment dans ma vie. Et c'est plus en tant que jeune adulte, quand j'ai travaillé sur moi, voilà, quand je faisais des stages un petit peu, il y avait cette espèce d'appel intérieur qui me disait mais il faut que j'écrive. Puis ça m'énervait un peu parce que j'avais rien de spécial à dire, je savais pas comment obéir entre guillemets à cette intuition-là. Et du coup, j'ai une amie qui m'a dit mais t'as qu'à t'inscrire à un atelier d'écriture. Et donc j'ai commencé comme ça, avec les ateliers d'écriture Aleph, qui étaient pionniers sur cette proposition il y a quelques années. Et j'ai beaucoup appris, et j'ai appris notamment à lâcher mon écriture, c'est-à-dire à m'autoriser à écrire et à arrêter de penser que chaque phrase doit être parfaite, ma première phrase doit être vraiment ciselée, mais vraiment à lâcher l'écriture pour accueillir un premier jet et du coup laisser un petit peu l'inspiration venir, et puis après retravailler. Je retravaille beaucoup pour synthétiser, couper, etc. Donc ça s'est fait petit à petit. Voilà, c'est pas un élément déclencheur. Parce qu'en fait, ces romans-là ne sont pas mes premiers romans. J'en ai déjà écrit 2 autres que j'ai essayé de faire publier dans des missions d'édition traditionnelles, mais ça n'a pas fonctionné. Donc j'avais laissé de côté. Et celui-ci vraiment s'est imposé à moi par rapport vraiment à la situation que je vivais. Et d'ailleurs, ça a été très, très, très stimulant pour moi parce que du coup, comme ça partait vraiment d'un lieu intérieur et d'une impression qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je fasse ma part par rapport à cette problématique-là, ça s'est écrit avec beaucoup de fluidité et d'énergie, et vraiment. Alors qu'habituellement, il fallait quand même, quand j'avais un roman, je me disais bon, allez, il faut que je m'y mette. Il y avait quelque chose. J'étais très heureuse d'avoir écrit, mais il fallait un certain effort pour m'y mettre. Alors que là, vraiment, j'étais très, 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 très investie, et donc ça s'est fait de façon, assez fluide. D'accord. Voilà. Oui, c'est vraiment. En fait, c'est comme si, ce livre-là, c'est imposé à toi. Exactement. C'est tout à fait ça. Et c'est vraiment très, très agréable en tant qu'autrice quand ça vient avec de façon aussi impérieuse et non négociable. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis allée pour ce roman-là et pas pour les précédents jusqu'à l'auto-édition. C'est-à-dire que c'était tellement important pour moi de l'écrire et cette question me paraît tellement essentielle et cruciale et précieuse que du coup j'ai eu envie vraiment qu'il existe. Et c'est vrai que je n'ai pas eu envie de rentrer dans le temps très long de l'édition traditionnelle avec la très très grande incertitude, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se faire éditer, il n'y a pas beaucoup de place. Donc si ça s'était fait, ça aurait pu prendre énormément de temps et rien n'était sûr. Et donc je voulais vraiment qu'il existe. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans l'auto-édition de celle-là. Est-ce que toi t'as mis ta édition, parce que je sais que du coup tu vis aussi cette situation-là? Oui, tout à fait. Ayant une petite fille de 8 ans accro à la tablette, donc aux jeux vidéo, avec sa cousine en ligne et puis au dessin animé. Voilà. D'accord. Donc oui, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on met pareil un contrôle parental. Elle a droit à 1 heure par jour. Ça s'arrête au bout d'1 heure, mais bon, c'est compliqué quand elle est en pleine partie avec sa cousine, que la cousine peut rester. Donc c'est ça. Voilà, à distance, peut rester, continuer, et qu'elle elle peut pas, c'est des pleurs, c'est pas simple, quoi. C'est un combat de tous les jours. Franchement, c'est un combat de tous les jours. Donc comment tu fais du coup toi quand tes garçons, quand tu leur dis stop, c'est stop? Comment ça se passe? On négocie aussi, donc c'est-à-dire que par moment, puis je dis effectivement le côté s'arrêter abruptement, je sais que ça c'est pas possible pour eux quand ils sont en pleine partie. Donc effectivement, je rajoute, on négocie. Le temps qu'ils finissent la partie. Oui, le temps qu'ils finissent la partie quand même. Oui. Un film ou un dessin animé, c'est pas ça. Oui, ça on peut comprendre. Oui, effectivement. Ouais. Mais ce que je fais parfois de manière un peu rusée,
c'est que ils sont en train de jouer, je sors, voilà, faire une course ou quoi que ce soit, et donc je ne suis pas là. Et parce que quand je suis dans des parages, ils savent toujours qu'ils peuvent me demander, enfin, ils essayent toujours, voilà, est-ce que tu peux me rajouter 5 minutes? Si je suis pas là, eh ben, ils gèrent, c'est-à-dire ils s'arrêtent avant d'être pris dans la partie qui serait éventuellement interrompue. Donc voilà, je me protège de cette manière-là. C'est bien, ils n'appellent pas. Ah bah alors soit ils appellent pas, soit je réponds pas. D'accord. Et puis je pars en leur disant je suis pas joignable. Parce qu'en fait il y a un peu de mauvaise foi de leur part, voilà, puisqu'ils commencent une partie juste, ils savent qu'ils n'auront pas le temps de la finir. Donc si je suis pas là, et que la partie est interrompue, finalement c'est leur responsabilité, c'est pas la mienne. Ouais, c'est une bonne stratégie. Ouais, après moi ma fille donc c'est mon mari qui gère tout le temps, et puis c'est lui qui a l'application, la tablette. Quand elle a plus de temps, elle l'appelle en fait. Oui, alors, oui. Des fois dit oui, des fois dit non, mais directement elle l'appelle. Elle sait que moi ça sert à rien parce que moi j'ai pas l'école, je fais pas. Ah oui, très bien. Mais elle n'hésite pas. Bon, après à 8 ans on la laisse complètement toute seule, donc d'accord. Ça aussi. Mais oui, non, c'est vrai que il me parle complètement. J'ai lu la version donc enfant, point de vue de Noé, et oui, je vois ma fille, même si elle a 8 ans, dans Noé. Vraiment, je la retrouve. Et c'est ce qu'on disait aussi, on parlait du fait que dans les repas de famille, pouvoir en discuter et tout, parce que comme tu dis, sa frustration, c'est le fait qu'elle ne puisse plus, mais que du coup, sa cousine puisse. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose à voir avec c'est vrai, sur le fait de est-ce qu'on peut pas essayer de mettre les deux raccords pour qu'en fait il n'y ait plus cette frustration entre les deux et plus ce déséquilibre. Oui. On s'était rendu compte qu'elles faisaient un jeu toutes les deux, donc elles sont sur la plateforme Roblox, et donc sur Roblox il y a plein de jeux, et il y a des jeux où en fait ça reste mignon, c'est pour les enfants, mais le personnage, on ne sait pas qui est derrière le personnage en fait. On ne sait pas si c'est pas un homme de 40 ans. Donc moi, ça m'a fait peur. Donc j'en ai parlé avec ma sœur. Je lui ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Donc sa fille s'appelle Romane. Je lui ai dit, Romane, tu fais ce que tu veux. Moi, par contre, Louise, c'est fini. On ne veut plus qu'elle aille sur ce jeu-là. Oui. Et quand j'en ai parlé, je me suis renseignée, j'ai regardé. Des fois, un truc hyper dangereux. Et donc du coup, elle m'a dit, non, moi c'est pareil, je suis d'accord. Donc elle ne jouait plus à ce jeu. C'était interdit. Elles le font plus, elles le savent. Donc c'est vrai que là-dessus, on s'est mis d'accord quand même. Donc pourquoi pas sur le temps. Oui. Donc c'est vrai que quand c'est 1 heure, c'est 1 heure, toutes les deux elles savent, et il n'y en a pas une qui a le droit. Voilà. Et même elles anticipent, toutes les deux elles peuvent très bien se dire, attends, parce que là il nous reste, 10 minutes, on va peut-être pas commencer une nouvelle partie, elles peuvent anticiper. Oui, tout à fait. C'est ça. Et du coup, les deux comme ça peuvent être sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de frustration. Parce que oui, c'est ce qu'on disait, que c'est vrai qu'il y a un entraînement en fait. Oui, en disant moi j'ai le droit à ça, mais moi j'ai pas le droit à ça. Et donc mais tes parents sont stricts. Mais non, en fait c'est les tiens qui sont trop. C'est ça. Oui, tout vrai à que fait. le fait qu'il y ait ce déséquilibre même à l'école, je sais pas si elle en parle à l'école avec ses copines, mais du coup c'est vrai qu'il y a ce déséquilibre dans chaque famille. Il y en a qui ont des téléphones très tôt, il y en a qui l'ont très tard. Oui, et puis effectivement comme c'est des jeux en ligne, effectivement ça a tendance à déborder de ce point de vue-là, quoi. C'est ça. Et puis c'est à cet âge-là, il y a vraiment le besoin d'appartenance. Bien sûr. Tous les peuvent jouer à la maison, et que comme tu dis, Noé, tu expliques le fait qu'il soit pas quand la maman elle résiste au début, c'est ça. C'est ça. Oui. Et lui il dit mais pourquoi les copains ils ont le droit, c'est le téléphone. C'est ça. Oui. Mais oui, c'est ça aussi, c'est un fléau. C'est compliqué pour les parents à gérer aussi, parce qu'on ne veut pas que son enfant soit malheureux, qu'il soit complètement en décalage avec les copains, mais en même temps, on sait à quel point ça peut être nocif et dangereux pour lui. Donc, c'est un vrai combat. J'en parle pas dans mon roman, mais je sais qu'il existe des espèces de pactes que des parents, alors ça c'est des associations qui luttent contre justement la surexposition aux écrans, qui proposent ça, qu'on puisse par exemple dans une école primaire se mettre d'accord entre parents qui partagent la même manière de voir les choses, pour s'engager en fait à ne pas donner de portable à son enfant, par exemple pendant toute l'année de 6e ou peut-être davantage, pour que l'enfant ne soit pas tout seul effectivement dans sa situation. Parce qu'effectivement, si on est seul, c'est super compliqué, mais si on est 4 ou 5 à pas en avoir, du coup on est déjà une espèce d'équipe, et puis on peut presque se vanter de ça, ou trouver une autre identité, exister en tout cas. Oui, et puis du coup les enfants se sentent pas... Voilà, et les parents savent que l'enfant n'est pas seul, parce que parfois aussi l'enfant va dire « oui, je suis tout seul, tout le monde en a », ce qui n'est pas forcément vrai, mais il ne parlera pas des autres enfants qui sont comme lui sans portable, alors que là, il y a une espèce de solidarité, et je sais que je trouve ça une très belle idée c'est super important, parce que c'est vrai qu'on se rend compte,
on est jeune, on a besoin en fait d'appartenir Bien à quelque sûr, chose. bien Et sûr. quand on voit que tous les autres ont un truc de plus que nous et que nous on l'a pas parce Oui, que nos oui. parents veulent pas, ça crée une colère, une frustration Bien en nous sûr, bien sûr. qui n'est pas. Oui, oui. Enfin, et en plus, mine de rien, on l'a mis sur nos parents, alors que ça se trouve que nos parents derrière, eux, voient juste. Oui, tout à fait. Et puis ce serait important aussi que les politiques, effectivement, adoptent les mesures dont ils nous parlent, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, l'interdiction du portable au lycée. Ce serait bien qu'effectivement tout ça entre vraiment en vigueur, parce que ce serait, ça résoudrait pas tout, bien entendu, mais là aussi Oui, parce ça que là, permettrait on parle aux addictions, mais au-delà des addictions, il y a le harcèlement, il y a tout bien sûr, bien sûr, ce côté-là de bien sûr, on est seul, mais quand on l'a, on s'expose à des dangers qui sont plus grands que bien nous sûr, et bien sûr. qui Ouais. sont pas évidents. C'est vrai que si on est mal vu à l'école, moi, j'ai pas été touchée par ça, mais j'ai des gens de ma famille qui ont été touchés par ça, et en grandissant, même encore maintenant, c'est des gens adultes, et en fait, ça a eu un impact sur leur vie Bien et sur sûr. même s'ils Ouais. ont une mentale de résister, c'est un impact qu'ils garderont à vie. Et je trouve Oui, que c'est d'une très grande violence, Oui. effectivement, ces et questions-là de sur la harcèlement. Ouais. construction de la personne, même plus tard, en fait, on se sent pas légitime parce qu'on a tellement vécu ça et on n'a pas vraiment trouvé l'aide possible que, en fait, ça touche beaucoup C'est vrai. de gens, et on se rend compte que même plus tard, finalement, on a ce problème de déséquilibre et de se dire mais non, moi j'ai pas vécu comme ça. Et donc, ça m'a tellement blessée que plus tard ça ressort finalement. Et conséquences sur la vie. Ouais. Et plus l'exposition aux écrans est tôt, je trouve, et plus ce sentiment en fait va grandir avec la personne, plus ça va dans le temps. Ce que je veux dire, c'est que dans le temps, plus les enfants l'auront tôt, plus ça va exister tôt, et plus en plus d'enfants vont vivre ça. Là, pour le moment, ça reste une minorité parce que nous, notre génération, on a c'est eu vrai. le téléphone tard. Oui. Là, aujourd'hui, je pense que si on fait un sondage, en 6e, ils ont tous un téléphone. Et je trouve que nous, à notre époque, si on faisait un sondage, on n'avait pas tous des téléphones en 6e. Et c'est vrai que du coup, cet impact-là... Mais oui, c'est bien, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Enfin, c'est plus possible. Si c'est possible, c'est Dieu merci, il y a encore des parents qui y arrivent, mais chapeau bas, parce que faut être extrêmement volontaire et convaincu et être capable effectivement de tenir bon, oui. Et c'est vrai que ça expose nos enfants à des fragilités ou à des choses qui ne sont pas aménageables. Enfin, c'est déjà difficile, je trouve, de se construire en tant qu'adolescent. Tout à fait. Quand il y a des petits pics comme ça qui arrivent, ça peut tout déstabiliser, et en fait, on ne va pas se construire sur quelque chose de stable. Et donc, ça déstabilise toute une vie. Les réseaux sociaux, les youtubeuses, ça prône l'apparence, la minceur. Encore, pourtant, c'est les générations des années 2000, mais franchement, ça développe des troubles chez les jeunes filles, c'est incroyable. Oui, tout à fait. Mais il y a une loi qui est passée, c'est pas en dessous de 16 ans maintenant, je crois. Normalement, ils veulent les interdire aux moins de 15 ans. À moins de 15 ans. C'est pas encore voté, mais ça fait longtemps qu'ils en parlent, et j'espère qu'effectivement, ça va être vraiment mis en place. Bien, déjà. Oui, je suis d'accord. Après, je trouve qu'il y a quand même, sur les réseaux sociaux, maintenant, il y a il y a beaucoup de... Enfin, moi qui suis des youtubeuses, beaucoup sont là sur la confiance en soi. On n'est plus un mannequin. Mais c'est ce que toi, tu regardes. Exactement, c'est ça le problème, oui. C'est ce qu'il a bien compris, l'algorithme. Oui. Mais les jeunes filles, moi je vois mes nièces qui ont 16, 17, 18 ans, elles sont... on revient, c'est le physique en fait, l'apparence, le make-up qui est hyper important, tout. Il faut toujours qu'elles soient très maquillées, très jeunes, se montrer, être une femme. Moi, je trouve que l'algorithme, en fonction de ce qu'on regarde, ça, mais oui. C'est ça. Parce que moi, c'est tout l'inverse. C'est côté confiance en soi. Moi c'est pareil. C'est ce que je propose aussi. Puis c'est la culture de faire du sport, faut manger ci, faut machin. Les gamines, elles ont même pas 15 ans que déjà, c'est que ça. Elles sont focalisées là-dessus, alors qu'il y a tellement d'autres choses en fait. C'est vrai que c'est bien. On va dire que les réseaux sociaux sont bien. Oui, ça apporte aussi. Faut pas non plus c'est super. Moi, je le vois, ça aide à prendre confiance quand on voit que d'autres personnes ont confiance. Pourquoi moi, j'y arriverai pas. Mais c'est vrai que du coup, l'algorithme est très sélectif. Et donc, en fait, s'il n'y avait pas cette sélection, peut-être que du coup, ils verraient ce que nous, on voit aussi. Mais c'est pareil.
on est grand, on a C'est ça. grandi. Oui, oui. Puis on prend du recul. Et on fait prend nos du choix, recul. c'est ça. On Ouais. sait qu'elles sont là pour vendre leurs produits. Enfin, derrière, on sait qu'il y a le chèque. Enfin, Oui, c'est voilà. ça. Oui, Parce oui, que oui, les oui, jeunes oui. filles ne savent pas. ne savent pas, en fait. Oui, parce que c'est vrai que la publicité, c'est une autre publicité. Mine de rien, ça reste de la publicité. À la télé, Oui, c'est ça. Ouais. à la télé, on a la publicité de la minceur. Ouais. Et en fait, les réseaux sociaux, oui, en fonction de la vitrine et de l'algorithme, c'est la même chose. C'est vrai que c'est pas évident. Bah, c'est pas pareil que pour les hommes, on va dire. Enfin, pour les garçons, on va dire. Parce que les garçons, c'est vraiment C'est le jeu jeu, Oui, voilà, c'est ça. le jeu Oui, vidéo. oui, C'est qu'il y a un fort impact dessus. Mais oui, mais même les jeux vidéo, ils ont des stratégies à l'heure d'aujourd'hui qui est très particulier. Hein. C'est le fait de tout, faut qu'ils soient là tous les jours. S'ils sont pas là tous les jours, Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que j'explique effectivement. Oui. c'est vraiment ça le. Mais C'est un ils sont combat, malins. mais c'est bien parce que merci d'en parler. Oui. C'est surtout Merci. avec des livres parce que ça permet de Oui, trouver aussi une alternative. En disant, bah, tiens, exactement, lis, tout à fait. lis ça, Oui, ça oui, te oui, fait oui, du oui, bien, oui, et oui, oui. ça, oui. Et effectivement, même des enfants qui n'aiment pas lire lisent celui-ci très facilement et avec plaisir parce qu'ils se reconnaissent évidemment très bien là-dedans. Donc c'est vrai que c'est une manière aussi, de dire que la lecture, l'imagination, plonger dans un monde comme ça, c'est important. Donc voilà, c'est ce que je leur propose en fait. Tu le conseillerais à partir de quel âge? Alors j'ai marqué à partir de 9 ans, c'est-à-dire CM2 par exemple. D'accord. Voilà, je pensais à CM2 et puis tout le collège. Peut-être que, enfin, je sais pas, je l'ai pas fait lire à des élèves, à des personnes de lycée. Peut-être que lycée, on est déjà un petit peu moins dans la cible, mais effectivement, dès le CM2 Oui, l'enfant et le seul, collège. sinon, même plus petit, mais le parent, l'histoire du soir. Oui, En tout cas, merci beaucoup. Merci mais avec plaisir. pour ce moment partagé sur un sujet Très qui touche intéressant. beaucoup de personnes et c'est très intéressant aussi de partir dans d'autres horizons que ce qu'on vous a déjà proposé. Donc voilà, donc merci beaucoup et on vous retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Merci de nous avoir écoutés et très belle journée. À bientôt. Au revoir, merci.